Président. Je suis content de vous accueillir sur la commune. Donc, la communauté de communes Convergence-et-Garonne est là pour vous expliquer ce qu'est le PLUI. Et puis après, bon, je suppose qu'il y aura question-réponse à la fin de la salle. Voilà, on va laisser travailler ces gens. Bon, Virlade de la commune, vous la connaissez, mais il n'y a pas que des gens de Virlade, il y a des gens un peu partout. Virlade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1300 hectares. Nous avons, nous, attaché de l'importance par rapport au PLU à la possibilité de faire une zone industrielle en bordure d'autoroute pour amener de l'économie sur notre secteur, mais bon, pour l'instant c'est un petit peu bloqué par rapport à l'échangeur de masse. On souhaite que ce PLU débloquera cette situation. Voilà, donc je vous remercie et je vais laisser la parole à Monsieur le Président. Merci Dominique, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis pratiquement dans la soirée, mais je vous remercie d'abord Monsieur le maire ainsi que son conseil municipal, les membres du conseil municipal qui sont dans la salle pour cet accueil et pour le fait que vous ayez rafraîchi la salle ce matin de bonheur. Un grand merci. Donc on va parler effectivement PLUI ce soir. C'est une phase importante puisque à la fin de l'année, nous aurons, je pense, effectivement bouclé ce qu'on appelle le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. Mais on va vous expliquer tout ça. Je vais vous présenter Yvette Carnero qui est effectivement du cabinet Planète. Elle vous décrira un petit peu ce qu'elle fait sur notre communauté de communes et avec qui ce cabinet s'est associé de telle manière à faire en sorte qu'on ait les documents les plus complets. Et puis Inès Priat. Inès Priat est chargée de mission PLUI au sein de la communauté de communes. Si vous voulez, elle fait l'interface entre les élus et le cabinet d'études, et elle a été à l'origine du cahier des charges qui a permis de choisir, alors non pas le cabinet Planète, mais un groupement de cabinets. Vous allez expliquer tout ça, Yvette, qui va nous permettre quelque part d'aborder dans de meilleures conditions, effectivement, l'organisation de notre territoire. Vous savez que c'est un territoire qui est 27 communes, 33 000 habitants, et un territoire qui est aujourd'hui sous-tendu à l'influence métropolitaine. Et la pression métropolitaine était vraiment importante, et je crois qu'au travers de ce document, il va falloir nous armer et faire en sorte de créer les conditions pour garder notre cadre de vie, de manière que cette influence métropolitaine puisse être contenue. Et si on ne fait pas quelque part front par rapport à tout cela, les enjeux sont tellement importants, nous aurons bien entendu quelques difficultés. Le PLUI, là, on va réfléchir à l'horizon 2035. Comment sera notre territoire en 2035 avec tous les enjeux qu'il a. Voilà, juste je voulais dire ça pour replanter le décor par rapport à ça. On expliquera ce qu'est le SCOT, on expliquera ce qu'est le STRADET. Et je vais passer la parole à celui que je n'ai pas nommé, mais qui est Alain Guérez, maire de Donzac, qui lui est vraiment en charge en tant que vice-président de ce dossier très très important pour notre collectivité. Je te laisse la parole à Alain. Monsieur le Président, Monsieur le maire, bonsoir Monsieur le Président. Je vais être très succinct. Monsieur le Président vient de brosser en quelques lignes le tableau de ce plan local de l'urbanisme intercommunal. Donc c'est un petit peu un des outils qui va nous permettre de dresser l'architecture et l'organisation, si vous voulez, de l'urbanistique, mais pas que, ça nous sera présenté tout à l'heure, des prochaines années avec l'objectif d'accueillir de la population nouvelle, comme vous le savez, puisqu'on est un territoire sous pression au niveau de l'urbanisme, de permettre également à tous ceux qui y résident, comme vous ici présents, de mieux y vivre, de mieux se déplacer. Un des objectifs, il y a trois grands objectifs dans le cadre de ce document d'urbanisme. C'est de préserver tout ce qui est patrimoine, que ce soit paysager, architectural, agricole, forestier et touristique. Donc ça c'est l'un des premiers points. Donc de délimiter effectivement les zones à urbaniser, comme vous le savez. Ce document va aussi nous permettre donc de travailler sur les mobilités. Comme vous le savez, l'essentiel de la population sort du territoire pour travailler aujourd'hui. Donc un des objectifs essentiels aussi, c'est de créer de l'activité sur notre territoire, de manière à créer des emplois. Ça c'est très important, c'est un des objectifs les plus importants du point de vue des élus aussi, parce qu'aujourd'hui on est en déficit d'activité sur ce territoire, et donc avec tous les inconvénients
que ça engendre d'aller travailler ou sur le Langonnet ou sur la métropole essentiellement, puisque ça vous sera présenté tout à l'heure. Ce document, et je vais m'arrêter là pour laisser la parole au bureau d'études, ce document donc, va à son échéance, donc, au moment de son approbation, à peu près dans 4 ans, ça vous sera précisé, donc viendra remplacer la totalité des documents d'urbanisme des communes. Et donc c'est le PLU qui s'appliquera donc à l'ensemble des communes. Et c'est un outil donc à ce titre-là qui doit permettre la mise en place d'un projet territorial, d'un nouveau projet territorial, donc qui doit être voilà, à l'échelle du territoire et non plus, même si on entend bien entendu écouter, entendre les souhaits de la population de chaque commune au travers de cet outil, mais il faut que ce soit un outil qui soit une convergence, si je peux utiliser le mot, de tous les projets pour mener à bien l'ensemble des projets sur l'ensemble du territoire et non pas venir en concurrence entre les communes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je passe de suite à la parole à Mme Carmelo du cabinet Planède. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous faire une présentation en 2 temps. Une première partie pour me présenter l'équipe qui assiste la collectivité dans l'élaboration du document d'urbanisme. Je vais ensuite vous présenter le temps d'élaboration, le temps de la procédure d'élaboration de ce document, vous donner quelques éléments comme ça sur la fabrication du PLUI, puis ensuite on présentera le résultat de la première phase de travail, donc le diagnostic, l'état initial de l'environnement, au travers des enjeux qui ont pu être extraits sur un certain nombre de thématiques. On les passera toutes une à une. Vous voyez les thématiques qui ont été traitées. On passera relativement rapidement parce qu'il y a énormément de thématiques et que la soirée serait longue. Voilà. Vous pourrez ensuite, en fin de séance, évidemment, parce qu'il y a un temps d'échange, c'est le 3e temps, un temps d'échange, on pourra éventuellement revenir sur certaines thématiques ou sur certains points sans difficulté, si vous avez des interrogations. Ah oui, c'est ici. Excusez-moi, je risque de faire un petit peu le... Voilà, alors, premier... Là, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Juliette Carnero. Je suis pour la collectivité, je travaille pour le bureau d'études Planède. Je suis pour la collectivité, le relais local quotidien, on va dire, de la mission. Vous voyez, j'articule les liens entre les différents bureaux d'études. Pourquoi plusieurs bureaux d'études? Parce qu'on a choisi de constituer une équipe pluridisciplinaire, parce qu'on pense que fabriquer un document d'urbanisme aujourd'hui, ça se fait au travers de beaucoup de thématiques. C'est pas, comme son nom l'indique, simplement des questions d'urbanisme. On parle aussi d'environnement, de paysage, de cadre de vie, d'emploi, de tas de choses. Donc on a constitué une équipe avec des spécialités. Alors très rapidement, je vous présente l'équipe. Planède, c'est un bureau d'études spécialisé en aménagement du territoire. Donc là, on a des experts en économie, en habitat. Moi, à titre personnel, j'ai une formation d'architecte, donc je vais plutôt travailler sur les questions de forme urbaine, d'architecture et de patrimoine. Et puis on a d'autres personnes qui sont plutôt spécialisées en concertation, etc. Le bureau d'études Ecovia, qui est un bureau d'études en environnement, qui a donc travaillé plus spécifiquement sur la première phase, sur l'état initial de l'environnement, qui va, là aussi, qui est constitué de gens plus ou moins spécialisés dans certaines thématiques. Donc on parle d'agriculture, d'environnement, évidemment, puis vous le verrez tout à l'heure au travers des thématiques. Un autre bureau d'études en environnement, mais qui a été... qui travaille spécifiquement sur le volet eau, la thématique eau. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'il y a derrière cette thématique. Donc eux, ils se consacrent à cette thématique-là. C'est également un bureau d'études en environnement. Et des paysagistes qui travaillent sur les questions de paysage. Paysage, le grand paysage, celui que l'on voit, que l'on perçoit, mais également le paysage, du coup en association avec Planède, également le paysage bâti. Le temps de la procédure. Comment va se découper le temps de fabrication de ce PLUI? Vous voyez la flèche bleue, on en est là à peu près. Donc on est au tout début du travail, ça va durer 4 ans. Le PLUI, voilà, ça se fabrique en un temps un peu plus long qu'un PLU pour ceux qui ont connu sur leur commune l'élaboration de ce document-là. Donc c'est un tout petit peu plus long. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est le diagnostic. Là, dans la case, j'ai mis que diagnostic, mais c'est aussi l'état initial de l'environnement. Donc
Donc on est à l'articulation entre cette phase-là et celle de fabrication du projet d'aménagement et développement durable. Je vais essayer au maximum de ne pas utiliser les sigles, ou du moins je vais commencer par ne pas les utiliser, puis ensuite progressivement, voilà, il va falloir que vous vous habituez un peu aux sigles, parce que notamment celui-ci, PADD, parce que vous verrez que c'est la pièce fondamentale du document d'urbanisme, du PLUI. Donc je vais beaucoup l'utiliser, je vais beaucoup en parler, je vais toujours y revenir. Chaque fois qu'on se verra, j'en parlerai. Donc celui-ci, si vous ne devez en retenir qu'un, c'est celui-ci, PADD, projet d'aménagement et développement durable. Donc la notion de projet qui est vraiment fondamentale dans un PLUI. Donc là, à l'issue de la première phase de travail, on dresse un état des lieux, on dresse des enjeux, et puis on livre cette matière de travail à la collectivité qui s'en saisit, et c'est à partir de cette matière de travail que eux vont formaliser leur projet. Donc là, on rentre dans cette phase-là. On vient vous rencontrer avec les enjeux, puis on va vous entendre. Donc vous allez aussi réagir sur un certain nombre de choses qu'on va présenter aujourd'hui. Et ça aussi, c'est le temps de la concertation. Ça constitue des éléments qui sont très intéressants pour la collectivité pour fabriquer ce fameux projet. Je reviendrai tout à l'heure sur le temps de concertation. Donc là, très rapidement, à l'issue de cette réunion publique, on va rentrer dans cette phase de projet. Donc la fabrication de la pièce maîtresse du PLUI. C'est la pièce la plus importante parce qu'une fois qu'on a fait cette pièce, le reste c'est la déclinaison de ça. Tout ce qu'on va faire ensuite, qui vont être des pièces plus réglementaires, le règlement graphique, le règlement écrit. Le règlement graphique, vous le connaissez, on parle souvent de zonage. Le règlement écrit, c'est ce qui s'applique dans les différentes zones. Les orientations d'aménagement de programmation, etc. Tout ça, ce sont des pièces qui devront toujours se référer au projet d'aménagement et développement durable, qui devront toujours traduire ce projet. Donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup aux élus, que je vous en parlerai beaucoup à vous aussi, parce que quoi que vous demandiez sur le projet, on se référera toujours à cette pièce-là. C'est notre guide, c'est le guide du projet, c'est la pièce qui ne bougera pas tout le long de la vie du PLUI. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette pièce, c'est, si vous ne devez en consulter qu'une, c'est celle-ci, comme vous l'aurez compris. Et je vous invite à la consulter, d'autant plus que c'est certainement la plus courte, voilà, elle fait quelques pages, elle est illustrée, et donc elle présente les idées clés du projet. Donc vraiment, quelle que soit votre démarche, une fois que ça aura été formalisé, évidemment, puisque là on est en diagnostic, mais ensuite, consultez ce document-là et voilà, posez-vous la question de savoir si votre interrogation va dans le sens de ce projet ou pas. Parce que quelle que soit la demande ou la proposition que vous pourriez faire pour le PLUI, c'est le premier réflexe que l'on aura, nous en tant que conseillers de la collectivité, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le rôle que l'on joue, nous. On est des techniciens extérieurs, un regard extérieur, qui venons assister la collectivité dans l'élaboration technique du document. Et donc, on les ramènera toujours à cette pièce. Donc ça, c'est le temps de conception du document. Ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est qu'on a des temps politiques forts, dont un qui est lié directement au projet d'aménagement et de développement durable, qui est le débat en conseil communautaire des orientations de ce projet d'aménagement et de développement durable. Fait l'objet d'une délibération. Une autre délibération qui arrête le projet de PLUI. Elle arrête le projet de PLUI, c'est-à-dire que là, concrètement, le dossier est constitué de l'ensemble de ces pièces. La concertation cesse aussi, on tire le bilan de la concertation à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les temps de concertation que je vais vous présenter tout à l'heure, dont les réunions publiques, cessent à ce moment-là. On rentre ensuite dans une phase que je qualifie d'administrative, parce qu'on envoie ce dossier dans diverses... pour simplifier, je vais dire administration, vous direz exactement qui sont ces personnes publiques associées à qui on envoie le dossier. Donc ces personnes vont émettre un avis qui va être joint à ce dossier, et là vous revenez, vous en tant qu'habitant, en tant qu'administré, vous pouvez consulter l'intégralité du dossier, arrêter, et les avis qui ont été émis sur ce dossier au cours de l'enquête publique. Et c'est après cette enquête publique que l'on prend l'ensemble des avis qui ont été émis, les observations issues de l'enquête publique également. On vient modifier le document sans bouleverser son économie générale non plus. Et une dernière délibération
du conseil communautaire approuve le document d'urbanisme, et c'est là, c'est à ce moment-là que le document d'urbanisme, le PLUI, entre en application sur le territoire. Ah, ouais, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc une petite précision sur le PLUI. Je l'ai déjà dit, mais je vais continuer à le dire. La logique qui régit un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est la logique de projet. Je vais parler de documents d'urbanisme, on va parler de droit des sols, des choses comme ça, mais le PLUI et les PLU, dès la loi SRU, les PLU c'était déjà le cas, c'est pas cette logique de droit des sols qui prime, c'est vraiment la dimension de projet. La loi SRU, elle a, si je devais résumer, elle a vraiment inscrit cette notion-là. On travaille vraiment sur un projet, et c'est un projet, certes, qui traite également du droit des sols, mais pas simplement. On va souvent parler de cadre de vie. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'équipe était constituée de paysagistes, d'experts en économie, etc. Parce que tout ça, savoir qui on accueille, où les gens vont travailler, où les gens vont avoir des activités de loisirs, et puis ceux qui ne résident pas sur le territoire aussi, les gens qui vont venir de passage sur le territoire, lors de vacances, des choses comme ça. Ça traite de toutes ces questions-là. On traite aussi d'environnement, de patrimoine. Donc ça ne se résume pas simplement à de l'urbanisme du droit des sols. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a eu toute une série de lois qui sont intervenues depuis la loi Solidarité Renouvellement Urbain, qui a institué les plans locaux d'urbanisme, qui ont toutes été dans le même sens. Celle de la lutte contre l'étalement urbain. Ça, c'était inscrit dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et depuis, on a eu d'autres lois. Les noms, vous les avez entendus parce que c'est des lois qui ont touché pas simplement l'urbanisme, donc la loi Grenelle, le Grenelle de l'environnement, vous en avez entendu parler, je pense, la loi Allure, etc., tout un tas de lois là. Je ne vais pas faire ici un cours de droit de l'urbanisme, c'est pas l'objet, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que chacune de ces lois est venue à chaque fois renforcer quelque part la loi précédente, et toujours dans le même sens de la lutte contre l'étalement urbain. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les documents d'urbanisme, le code de l'urbanisme, qui est le code auquel on doit se référer, nous, en termes de fabrication de ce PLUI, inscrit un certain nombre d'obligations qui vont toujours dans ce sens de la lutte contre l'étalement urbain. Oui. Alors très rapidement, je vous en ai parlé un petit peu, la constitution d'un dossier, qu'est-ce que vous allez retrouver lorsque vous irez à l'enquête publique consulter les pièces? Vous allez retrouver, alors là le mot n'apparaît pas, mais dessous il y a rapport de présentation. Donc là ce soir je vais vous présenter schématiquement la moitié de ce rapport de présentation, parce que le rapport de présentation est constitué du diagnostic, de l'état initial de l'environnement, puis ensuite de tout un tas de justifications du projet, puisqu'on va justifier qu'il y ait bien une déclinaison du projet d'aménagement et de développement durable, on va justifier qu'on est bien compatible avec le schéma de cohérence territoriale, qui est un document de portée supérieure, je vais vous en parler ensuite. Voilà, on va amener tout un tas d'éléments de justification, on va fixer aussi des indicateurs de suivi du document d'urbanisme. Le projet d'aménagement et de développement durable, vous voyez, je l'ai mis dans une couleur un peu plus marquée parce que vous l'avez compris, c'est pas parce que c'est le document le plus petit que c'est le moins important, loin de là. Les orientations d'aménagement et de programmation. Alors pour résumer, je vais dire que c'est un gros plan sur certains secteurs à enjeu. Là, on va venir dessiner un peu plus précisément ce qu'il se passe sur ces secteurs. Donc c'est des petits croquis, des petits schémas un peu plus précis sur les modes d'aménagement. Et on est déjà là dans le terme du projet d'aménagement et de développement durable. Les règlements graphiques et écrits, donc le plan de zonage, le règlement par zone. Et puis on a ensuite des annexes, avec notamment tout ce qui est lié au réseau, aux servitudes, etc., des choses plus techniques. Et tout ça constitue le PLUI. Donc on vient travailler sur toutes ces pièces-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le PLUI, il s'inscrit parmi d'autres documents de planification du territoire et des documents supérieurs, d'échelle supérieure. C'est-à-dire que le PLUI devra respecter non seulement les diverses lois que j'ai évoquées tout à l'heure, les dispositions du Code de l'urbanisme, mais également les orientations qui sont inscrites dans un certain nombre de documents supérieurs. Des documents qui traitent de diverses échelles territoriales. Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, alors le sigle, parce que celui-là il est très long, c'est SRADET, peut-être que vous l'entendrez ce sigle-là, donc c'est le document à l'échelle régionale. On a ensuite un certain nombre de documents
qui sont élaborés à l'échelle départementale, certains qui vont être englobés dans ce schéma régional, mais tout un tas de choses qui sont plutôt faites au niveau départemental. Le schéma de cohérence territoriale, qui est le... Voilà, comment pourrais-je qualifier? C'est un peu le grand frère du PLUI, il est juste au-dessus du PLUI, et là, pour le coup, lui, vraiment, on va observer chacune de ses préconisations de manière à être compatible avec ce document-là. Il a été arrêté, donc il est dans sa phase administrative, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il suit un peu le même schéma de procédure. Donc on a déjà connaissance, de ces grandes orientations et on travaille déjà aujourd'hui avec les orientations de ce document-là. Alors le schéma de cohérence territoriale, il est élaboré sur plusieurs intercommunalités. On a ensuite les documents intercommunaux, dont le PLUI, mais on en a d'autres, dont le plan climat, air, énergie territoriale. Donc vous voyez, tous ces documents-là, il faut qu'on les digère un petit peu, puis qu'on fasse attention de toujours être dans le cadre du respect de ces documents-là. La concertation. L'idée, c'est d'instaurer un dialogue. Un dialogue alors, entre la collectivité, la communauté de communes, puisque le document est intercommunal, les communes, puisque l'intercommunalité est constituée de communes, la population, que vous représentez ce soir, les personnes publiques associées qui sont constituées, alors je vais essayer de les citer sans en oublier, des chambres consulaires, chambre des métiers et de l'artisanat, chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie, la région et le département, la direction départementale des territoires et de la mer qui représente, on va dire plutôt l'échelon État. J'en oublie. L'Institut, alors sur le territoire, on a l'Institut national d'appellation d'origine, parce qu'on a énormément d'AOC, d'appellations d'origine contrôlées sur le territoire, puisqu'on est dans un territoire viticole avec des appellations reconnues, protégées. Donc ces personnes-là, ce sont les personnes publiques associées, et c'est elles qu'on associe tout le long de la procédure d'élaboration, et c'est également elles qui vont émettre ces fameux avis au moment où le dossier est arrêté. Donc l'idée de la concertation et de l'association, c'est de travailler avec tous ces intervenants de manière à avoir un projet, de recueillir les observations, les avis, les idées, et de faire avancer le projet ensemble et d'obtenir une bonne adhésion. Au niveau des personnes publiques associées, l'idée c'est de recueillir le maximum d'observations avant que les avis ne soient donnés, c'est-à-dire de minimiser le nombre d'avis, clairement, c'est d'avoir un dossier qui soit le plus pertinent possible. Les liens entre ces personnes, alors ça je le dis parce que voilà, on a l'habitude de recevoir des coups de fil au bureau. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, moi je suis tout en bas du petit schéma, dans la case urbaniste. Nous, on est en relation directe avec la communauté de communes, puisqu'on travaille pour eux, en tant qu'extérieur, mais on travaille pour eux. On travaille de temps en temps avec les municipalités lors de séances de travail bien spécifiques. On vous voit lors des temps de concertation, lors des réunions publiques, et puis il va y avoir d'autres temps de concertation différents qui seront mis en place. Par contre, si vous appelez au bureau, parce que vous trouvez nos coordonnées facilement, on ne vous délivrera pas d'informations. On vous renverra systématiquement vers les moyens qui sont mis à disposition par la collectivité, site internet et autres, pour la diffusion des données, etc. Donc, on n'apportera pas de réponse en direct aux administrés. Donc vous voyez que tous ces partenaires sont en lien à différents temps. Voilà. Les modalités de la concertation. Qu'est-ce que la collectivité a choisi de mettre en œuvre dans la concertation? On a les temps comme ce soir, les réunions publiques. Il y en a 3 de prévues, à chaque temps fort de l'élaboration du document. Donc la première phase avec la définition des enjeux que l'on vient vous présenter ce soir. On en aura une autre, vous l'aurez deviné, lorsque le projet d'aménagement et développement durable aura été fait. Évidemment, on viendra vous le présenter puisque c'est la pièce principale du dossier. Donc là, je vous invite vraiment à venir lors de cette réunion si vous voulez bien comprendre ce que l'on présentera lors de la 3e réunion, donc qui est celle de la présentation de la traduction réglementaire. Et lors de la traduction réglementaire du projet, alors
ne vous attendez pas forcément à avoir tous les plans de zonage, des choses comme ça, parce que sur un PLUI c'est impossible, on passerait la nuit ici à afficher toutes les cartes. Par contre, on va vous présenter la philosophie générale qui a été mise en place, les nomenclatures de zones, les principes réglementaires par zone, les choix qui ont été faits de traduction de ce projet d'aménagement et développement durable en zonage, en règlement, en orientation d'aménagement de programmation. On présentera les grands principes. Et puis, sera mise en place des permanences publiques. Alors, on choisit de faire ça, on a proposé ça à la collectivité. Ce sont des temps d'échange plus individuels avec les administrés, où là, effectivement, on peut s'attacher à regarder un cas très particulier sur une parcelle et voir, dans le cadre du PLUI, ce que ça implique. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais que je vais dire maintenant, j'en profite, en parlant de ces temps individuels. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le PLUI n'est pas une couture des PLU des communes qui en ont, ou des cartes communales ou autres. C'est bien un document sur l'ensemble du territoire, et c'est pas une accumulation de documents d'urbanisme préexistants. Mais ce n'est pas non plus, au niveau des projets individuels, une accumulation de projets individuels. C'est bien l'intérêt collectif et général qui prime. Et on reviendra toujours à cette notion-là, que ce soit dans les réunions publiques, si vous m'interpellez sur des cas très particuliers et des intérêts très individuels, je ramènerai toujours la chose à l'intérêt général et collectif. Et sachez qu'on le fait de la même façon avec les élus de la collectivité, qui évidemment, eux, recueillent aussi vos demandes, etc., et qui nous les font remonter systématiquement. Mais c'est aussi notre rôle, nous, comme bureau d'études extérieures, d'avoir ce recul et de dire non, là, voilà, ce projet-là, certes, il est individuel, mais il ne rentre pas dans le projet d'intérêt général. S'il y rentre, il n'y a pas de difficulté, hein. On l'étudie, on le regarde. Voilà, il faut vraiment savoir, parce que là, par exemple, dans les modalités de concertation, on a aussi mis à disposition des registres qui sont dans toutes vos mairies et qui sont à la communauté de communes. Alors, ce registre, ce n'est pas le cahier des doléances, enfin, vous pouvez, hein, vous écrivez ce que vous voulez dans le cahier. Mais moi, j'y vois plutôt une boîte à idées. Vous allez écrire si vous avez une idée, une envie pour votre territoire. Vous allez l'inscrire sur ce registre. Avec la collectivité, on l'observera de temps en temps, on ira lire ce qu'il y a sur ce registre. Évidemment, ça va fabriquer une formidable matière pour les élus. Alors l'idée, c'est de l'avoir très rapidement en phase de projet d'aménagement et de développement durable, comme vous le savez. Mais ça peut évidemment aller ensuite, ça peut nous servir après lors de la traduction réglementaire, parce que, je vais citer un exemple. Si le projet de la collectivité était de développer l'aspect très touristique du territoire, je prends un exemple qui ne présage en rien du projet, hein, puisqu'il n'est pas fait à ce stade, bien sûr. Et qu'au moment de la phase réglementaire du projet, l'un d'entre vous avait la volonté de mettre en place un projet touristique, je ne sais pas, d'hébergement insolite ou quelque chose comme ça. Il est intéressant de le faire remonter évidemment à la communauté de communes, parce que la première chose qu'on va faire, c'est voir si ça s'inscrit dans ces grandes orientations dans ce PADD. On va tout de suite aller voir si c'est bon. Et on a tout intérêt ensuite à voir où vous en êtes de la démarche de votre projet pour pouvoir voir de quelle manière on l'inscrit ensuite dans la traduction réglementaire. Soit c'est pas suffisamment avancé, et ça sera inscrit lors d'une évolution du document d'urbanisme, soit dans 10-15 ans, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'un PLUI, sa durée de vie, c'est à peu près 10-15 ans, et ça viendra sur le projet document d'urbanisme, soit, après on a différentes, là je ne vais pas l'exposer ce soir, hein, ça sera l'objet de la dernière réunion, mais on a plusieurs façons d'intégrer le projet. Donc pour nous, c'est évidemment toujours intéressant d'avoir connaissance de tous les projets qui émergeraient sur le territoire. Alors, ces projets, ils touchent à l'urbanisme, certes. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés notamment par la constructibilité des terrains, mais pas seulement. Tout à l'heure, j'ai parlé de patrimoine. Si vous avez noté sur votre territoire des points de vue, un paysage, des secteurs environnementaux liés à la biodiversité ou que sais-je, qui sont ou dégradés, sur lesquels vous voulez qu'on soit prudent, ou que le projet de PLUI ait une action, ou à l'inverse, des choses qui sont encore préservées et sur lesquelles vous pensez que peut-être le PLUI a des moyens de protection. Et à ce moment-là, vous pensez juste parce qu'on a des outils à mettre en place. Il faut l'inscrire dans ces registres, il faut le faire remonter. Il y a aussi une adresse mail, etc. Il faut absolument le faire remonter parce que tout ça, pour nous, évidemment, c'est intéressant et ça va nous permettre de construire ce projet. Donc je l'ai dit, il y a un mail, un site internet. Il va y avoir aussi
d'autres types de concertations qui vont se mettre en place, notamment à destination des jeunes, du jeune public. Il va y avoir, voilà, on va les faire travailler, alors évidemment, sur le projet d'aménagement et développement durable, évidemment, puisque c'est la pièce la plus importante, donc c'est important aussi que les enfants, ou les jeunes, on va dire, grands enfants, voilà, travaillent aussi sur ce qu'ils voudraient voir, enfin, ce qu'ils projettent pour leur territoire, le territoire de demain, parce que pour eux, c'est vraiment leur territoire de demain. Et puis, bon, on verra au fur et à mesure de l'élaboration, on mettra en place un certain nombre de temps de concertation, autre que celui, tel que ce soir, qui est plus voilà, un temps d'information et de présentation. Alors, dans le cadre de la concertation également, nous avons mis à disposition un questionnaire d'évaluation du territoire. Donc, en partant, je vous invite à le récupérer. Il y a les versions papier, vous l'avez peut-être reçu dans vos boîtes aux lettres aussi. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez le récupérer en partant. Donc, ce questionnaire, je vous invite à le regarder. Et il y a énormément de choses, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, dans un PLUI, il y a énormément de thématiques. Donc, pour nous, c'est intéressant d'avoir votre avis sur toutes ces thématiques-là. On est conscient que ce questionnaire est fourni et que ça demande du temps pour le remplir, etc. Mais remplissez ce qui vous intéresse. Si vous avez des préoccupations, des thématiques qui vous intéressent plus qu'une autre, etc., remplissez-le, renvoyez-le. Pour nous, c'est intéressant. Là, on est à la 3e réunion publique et lors des échanges, il y a déjà des choses qui sont sorties, des choses qu'on a pris en note, des choses voilà, que j'ai sur mon cahier. Je sais que je vais revenir voir la collectivité en leur disant, voilà, vos administrés, vos habitants, ils ont parlé de telle et telle question. Voilà, c'est peut-être qu'une ou deux personnes, mais est-ce que selon vous, c'est un sujet, est-ce qu'on le développe, comment est-ce qu'on fait dans le projet? Donc à travers le questionnaire, on verra si ce qu'on a entendu lors des réunions publiques, lors des mails, dans les registres, etc., ça permettra de conforter ou pas des directions, et puis nous, évidemment, d'assister la collectivité dans la fabrication du projet. Donc ce questionnaire, il est important. Donc remplissez-le. Il existe aussi une version en ligne, donc sur laquelle, de la même façon, vous pouvez ne remplir qu'une partie du questionnaire, que certaines thématiques. Donc là, vous voyez là à l'écran les adresses. Je profite de votre présence également ici pour vous dire qu'il y a eu une enquête à destination du monde agricole qui a également été faite. Sur cette enquête, on a eu très peu de résultats, très peu. Et évidemment, c'est dommage parce qu'on est quand même sur un territoire viticole, où on a quand même quelques exploitations viticoles. Je veux dire viticole parce que c'est l'activité qui domine sur le territoire. Et on a absolument besoin, là aussi, sur ce secteur-là, de connaître la dynamique qu'il y a sur le territoire et puis les projets aussi. Parce que le PLUI, ça va être aussi travailler sur ces zones agricoles et les zones naturelles. Est-ce que l'on peut y faire ou pas? Ce qu'on va mettre en place dans certaines zones, ça peut freiner ou entraver l'activité agricole, et inversement, des projets agricoles peuvent... il peut y avoir des conflits entre les différentes orientations du projet de PLUI. C'est pour ça qu'on a besoin absolument savoir, de connaître les projets, la pérennité des exploitations, des choses comme ça. Donc, si dans votre entourage, vous connaissez un exploitant, invitez-le à aller sur le site internet ou récupérez, il y a, si certains sont dans l'assistance, récupérez, il y a un petit formulaire, un petit questionnaire aussi avec celui habitant. Récupérez-le, remplissez-le, renvoyez-le vraiment, parce que pour nous, c'est important que l'on puisse localiser déjà tous les sièges d'exploitation qui existent, ne serait-ce que les localiser. Et puis, dans le questionnaire, on demande s'il y a des projets de diversification, changement de destination, par exemple, parce que les bâtiments peuvent changer d'affectation. Les bâtiments agricoles anciens ne sont pas forcément adaptés aujourd'hui aux moyens modernes. Par contre, ils vont être... c'est dommage de les perdre, parce que souvent, c'est des bâtiments qu'on va qualifier de patrimoine local. Et du coup, patrimoine, pour le pérenniser, il faut l'utiliser. Donc, on va se poser la question de savoir si on ne peut pas le transformer en autre chose. Mais ça, pour le coup, pour le permettre, il faut qu'on le sache pour pouvoir l'identifier sur le document d'urbanisme. Il faut que ce soit identifié clairement sur le zonage, etc. C'est pour ça qu'à ce stade, on a besoin de savoir si il y a des projets, même si aujourd'hui ce n'est pas très précis, on a besoin d'en avoir connaissance dans un premier temps. Donc communiquez là-dessus et sur le monde agricole, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont concernées, demandez-leur au moins de remplir la petite partie sur les projets, c'est la dernière partie du questionnaire, c'est important.
Il y a aussi un petit formulaire à la sortie de la salle avec, vous pouvez mettre votre adresse mail pour être informé, parce qu'il y aura certainement des ateliers habitants dans le cadre de la concertation, des choses comme ça, des choses qui vont se mettre en place. Du coup, on pourra vous inviter directement, constituer directement voilà, des groupes, vous informer directement des dates et autres. Donc, vous laissez votre adresse mail en partant. Donc j'ai terminé avec la première partie de la présentation. Je vais maintenant vous présenter le diagnostic, l'état initial de l'environnement et les enjeux. Donc je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a énormément de thématiques. Je vais passer rapidement parce que je vous ai dit déjà tout à l'heure qu'on avait travaillé sur toutes les thématiques. Là ce soir on a fait le choix de vous présenter l'intégralité des thématiques. Je vais passer plus ou moins vite sur les thématiques parce que ça peut être très très long. Ça va déjà être long ce soir, mais l'idée c'est de savoir qu'il y a la notion d'état des lieux. Hein. On a travaillé d'abord d'une manière, on va dire, quantitative, mais ensuite on a fait une analyse. C'est pour ça qu'on parle de diagnostic et c'est ce qui nous a permis d'extraire ces enjeux. On travaille sur l'évolution passée et on commence à se poser des questions de prospective, savoir un petit peu quel pourrait être le devenir du territoire, si on poursuivait les tendances ou pas. Donc c'est un peu des éléments comme ça que l'on apporte à la collectivité pour pouvoir commencer à poser un certain nombre de questions. L'idée étant que dans le projet d'aménagement et développement durable, on apporte des réponses et des stratégies. Donc là, ce soir, vont vous être présentées 23 thématiques. Donc vous voyez, il y a encore 23 diapositives à passer. Je vais passer vite, je vais essayer de passer relativement vite. 23 thématiques, 2 thématiques n'apparaissent pas ici, mais font l'objet du diagnostic et de l'état initial de l'environnement aussi. Alors vous l'avez compris, la thématique agricole, on ne l'a pas présentée parce qu'on n'avait pas suffisamment de matière. On aurait pu vous présenter des petits graphiques pour vous dire qu'il y a tant d'exploitations et tant de surface, mais ça n'a pas un gros intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la dynamique du territoire, les problèmes ou les atouts. Qui peuvent servir le projet. Donc aujourd'hui, on n'a pas assez d'éléments à vous présenter. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté un peu sur le questionnaire agricole, parce que c'est essentiellement ça qui va nous donner des éléments. Il faut savoir aussi, parce que tout à l'heure, je vous ai dit d'éventuellement parler autour de vous du questionnaire, mais indiquez aussi, si vous connaissez des viticulteurs autour de vous, indiquez-leur qu'on va, du coup, on va aller au plus proche d'eux, puisque le questionnaire ne fonctionne pas bien, on va faire autrement. On va aller à leur rencontre, on va tourner sur... il y a 9 rencontres en commune qui vont se faire pour répartir sur le territoire tout simplement, mais n'importe qui peut venir à n'importe quelle date, pour avoir 9 dates différentes, où les viticulteurs peuvent venir directement nous rencontrer et on échangera, soit on ne remplit pas le questionnaire et nous on recueille les projets, tout simplement, on surcarte, on discute, on débat pour nous poser des questions, etc. qu'ils veulent, ce sera vraiment spécifique à l'agriculture. Donc n'hésitez pas à leur dire de se rapprocher de leur mairie pour avoir les dates de ces temps d'échange. Donc là, celle-ci, elle ne vous sera pas présentée aujourd'hui. Et puis, on a une autre thématique qui est l'analyse du potentiel de densification qui n'est pas présentée ici, tout simplement parce que c'est un travail très long et technique. Et un travail que nous, on a fait en bureau d'études, mais que l'on doit vérifier par des analyses de terrain maintenant, et qu'on doit travailler avec les élus, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur territoire, ils connaissent chaque parcelle, donc on a besoin de leur aide là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que cette analyse de la densification? Je vous en parle parce que ça va avoir un impact important sur le projet. Clairement, on gomme vos documents d'urbanisme, puisque pratiquement toutes les communes en ont. On efface. PLU, carte communale, on efface tout. On va juste venir prendre toutes les parcelles sur lesquelles on a une construction. On regarde et on dessine un périmètre autour de ça, avec quelques règles, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins quelques constructions, qu'il y ait une certaine densité, qu'elles soient assez proches, parcelle attenante. Et là, on dessine ce qu'on va appeler une enveloppe urbaine. Donc on considère que là, ce sont les espaces qui sont artificialisés, qui sont déjà urbanisés. On ne peut pas dire que ces espaces-là soient réellement agricoles ou naturels. C'est des espaces urbains. Là-dedans, on vient regarder, à l'intérieur de cette enveloppe-là, on vient regarder ce qu'il y a encore de libre, les parcelles qui aujourd'hui ne disposent pas de construction. Donc ça, c'est le potentiel de densification. Seulement, vous imaginez bien que ce travail-là, ça nous sort des tas de parcelles qui vont être la parcelle qui est arborée, qui est liée à une demeure bourgeoise ou un château, etc., et pour lesquelles il est hors de question qu'on coupe des arbres pour faire de l'urbanisation. On va avoir aussi des espaces qui vont être des parkings, des places, des bourgs, enfin tout un tas de parcelles qui sont
pas du tout densifiables, sur lesquels, sauf volonté particulière politique, il n'y a pas de... voilà, on ne va pas les mobiliser pour urbaniser. Donc il va falloir faire ce tri. Ce tri, nous, on a commencé à le faire par photo-interprétation, puis avec quelques données que l'on a techniques. Mais maintenant, on a besoin d'un énorme travail de vérification avec ceux qui sont en place sur le territoire, les élus, et puis aussi en allant sur place. Donc comme ce travail n'a pas encore été fait, il faut organiser un certain nombre de réunions pour ça, je ne vous le présente pas aujourd'hui. Parce que là, ça va nous donner des quantités de surfaces qui sont aujourd'hui disponibles pour l'urbanisation. Et ça veut dire que ces surfaces-là, c'est quelque part les surfaces prioritaires à mobiliser. Avant d'aller chercher, et là je parle étalement urbain, et lutte contre l'étalement urbain. Donc ce potentiel de densification, les dernières lois nous ont imposé de l'évaluer et de le quantifier. Pour que tout simplement, on le prenne en compte dans ce qu'on va venir prendre sur les zones agricoles naturelles. On va se fixer un objectif d'accueil de population ou de création de logements sur le territoire. Le projet de PLU va inscrire quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi, mais il va inscrire quelque chose. Mais je sais quand même qu'il doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale. Donc j'ai quand même quelques notions de ce que je ne peux pas dépasser, disons. Donc je sais de quelle surface à peu près j'ai besoin. Mais de cette surface-là qui est très théorique, je vais venir soustraire ce potentiel de densification. Parce qu'il va falloir que j'utilise ce potentiel-là. Ça veut dire aussi pour ceux qui, sur leur commune, ont des documents d'urbanisme qui sont un peu plus anciens. Et je le sais parce que j'en ai fait. Il y a quelques années encore, lorsqu'on travaillait sur un document d'urbanisme, on se préoccupait déjà de lutte contre l'étalement urbain, etc. Mais par contre, il était assez fréquent qu'avec les élus, on ait du mal les élus avaient du mal à dire ben là, je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment urbaniser à 15 ans. Je ne suis pas sûre de pouvoir avoir la maîtrise du foncier, le propriétaire, je ne sais pas trop. Bon, et de l'autre côté, j'ai un autre secteur qui est intéressant aussi, qui est pertinent. Mais là, c'est la même chose, je ne suis pas certaine. Alors du coup, on mettait un peu des deux côtés, où on prévoyait, si vous voulez, parfois une enveloppe un peu plus grande que ce qu'il était vraiment nécessaire. Et ça, aujourd'hui, si vous voulez, on n'a plus la possibilité de le faire. Et en plus, on ne regardait pas ce potentiel densification, ou très peu. On le faisait un petit peu, mais sans réelle obligation. Et souvent, effectivement, on allait plutôt sur l'extension. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix, il faut absolument le prendre en compte. Donc ça veut dire quoi? Ça a un impact important sur les documents d'urbanisme. Parce que depuis qu'on a cette obligation, je n'ai pas fait un document d'urbanisme, PLU ou PLU, où on n'a pas été contraint, sur un certain nombre de secteurs, de réduire les surfaces qui sont dites constructibles. Ça, il faut l'entendre. Quand je rencontre les gens, les personnes pour les permanences publiques, qui viennent, c'est classique, viennent me voir en disant voilà, je voudrais que mon terrain soit constructible, ou je voudrais voir, demander à ce qu'il soit constructible. Et je leur dis souvent, aujourd'hui, on ne vient plus de demander que son terrain soit constructible, parce qu'il y en a très peu. Il y a des communes où je ne prévois aucun terrain constructible. Il faut le savoir, il y a des communes qui ont tellement de potentiel, qui se sont développées de manière tellement diffuse, qu'aujourd'hui, on ne peut plus leur proposer l'extension urbaine. Et du coup, on en vient à dire à certaines personnes, ben voilà, votre terrain était constructible hier, aujourd'hui il ne l'est plus. Alors je sais que c'est très douloureux, c'est très difficile. Ça risque d'arriver sur le territoire parce que partout en France c'est la même problématique, c'est la même chose. On rappelle quelques notions de base. La propriété, certes, elle est pérenne tant qu'on a l'acte notarié, mais le droit des sols, lui, par contre, il évolue. Effectivement, le PLU, il est révisé, il change, et c'est comme ça qu'on arrive. Puis je vous l'ai dit tout à l'heure, les réglementations, elles ont évolué toujours, voilà, en nous demandant d'aller évaluer de nouveaux éléments, et toujours dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus trop déroger. Ce qu'on pouvait faire sur les documents d'urbanisme un peu plus anciens, on pouvait être un peu plus souple, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc sur les documents qui sont un peu anciens, qui ont été assez généreux en surface constructible, si ces surfaces n'ont pas été construites, bah, effectivement, on risque de se retrouver dans la situation d'avoir à déclasser certains espaces. Alors tout à l'heure, je vais vous parler aussi de la trame verte et bleue, de notions environnementales qui sont aussi intervenues, notamment avec les lois Grenelle, qui ont fait que si on a un document d'urbanisme qui est un peu ancien, mais il y avait des préoccupations qu'on n'avait pas aussi ou moins à ce moment-là, qui font que, voilà, tout simplement, c'est aussi issu du fait qu'on doit actualiser le document d'urbanisme. Donc ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, quand on va en mairie pour savoir connaître la constructibilité de son terrain, moi je dis souvent aux personnes, mais venez pour vérifier qu'il est toujours constructible. Mais ne venez pas forcément demander qu'il le soit. D'une part, parce qu'on touche à ce fameux intérêt individuel, c'est-à-dire que
On ne prend pas les demandes individuelles et puis on les colle pas, on ne les fait pas rentrer dans le PLUI, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a aussi une notion de projet d'ensemble, de vision globale, etc. On va en parler tout à l'heure, rapidement. Déjà, il y a ça, puis ensuite, on vient déjà vérifier si en densification, on n'a pas suffisamment de ressources, etc. Donc là, maintenant, je vais passer toutes les thématiques. Alors, je vais vous les citer à chaque fois parce qu'elles sont sous l'ombre du projecteur. Alors, thématique structuration du territoire. Bon, là, c'est une fiche qui est une présentation du territoire. Hein. Donc, je ne vais pas vous le présenter là. Hein. Vous connaissez ses limites, puis en principe, vous connaissez les communes qui le constituent. Là pour nous, ce qui est ressorti, c'est que l'intercommunalité, mais vous le savez, elle est relativement jeune. Donc, évidemment, le PLUI, c'est une occasion formidable d'appuyer le projet sur les convergences justement de ce territoire. Et évidemment, en utilisant les particularités qu'il a, parce que vous allez le voir sur d'autres thématiques, il n'est pas homogène ce territoire. Voilà, donc on va essayer le PLUI, c'est tout son enjeu, essayer de construire une identité qui est commune à ce territoire. La thématique, une fiche thématique armature urbaine. Alors là, c'est un travail sur lequel on vient observer le niveau d'équipement, de population, enfin tout un tas d'ingrédients statistiques, des données que l'on a, qu'on vient rentrer dans nos tableurs, tous nos outils techniques qui traitent tout ça et qui vient nous donner une carte qui n'est pas celle-ci, pas tout à fait. Qui vient nous donner une carte sur laquelle on vient fixer les pôles d'emploi, de vie, commerciaux, etc. majeurs. Donc là, vous voyez par exemple en rouge, et ça j'en parlerai plus tard sur notre thématique, on voit l'agglomération bordelaise en haut, on voit Langon aussi, ce sont des communes des polarités fortes, qui sont à l'extérieur du territoire, mais vous verrez que ça a une incidence sur votre territoire. On a des polarités qui sont à l'intérieur du territoire, donc c'est celles qui vont nous intéresser, évidemment, celles qui vont nous aider à construire le projet, qui sont des polarités de niveau 1. Donc, vous le voyez, sur la carte, ce sont les petits ronds bleus. Ce qu'il faut savoir sur ces polarités-là, c'est que nous, la carte qui est sortie de nos ordinateurs n'était pas tout à fait celle-ci. Et que cette carte, on est venu la proposer aux élus lors de séances de travail. On leur a dit, voilà, là, techniquement, il ressort en commune de niveau 1, polarité principale, on va dire ça comme ça. Je crois que c'était Cadillac et Bodansac qui ressortaient. Cadillac et Bodansac qui ressortaient comme la commune principale du territoire. Sauf que les élus nous ont dit, mais nous, on n'a pas cette lecture-là, et puis on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, on en a discuté, on a travaillé, et eux, ce sur quoi ils veulent que l'on travaille et qu'on appuie le projet ensuite, en tout cas les interrogations qu'on va avoir lors du projet d'aménagement et développement durable, c'est ce pôle. Alors il y a 4 petits ronds bleus, mais en fait, pour nous, le fonctionnement il est commun, qui est le fonctionnement de ces 4 communes, ces 4 pôles de Cadillac, Bodansac, Bégueil et Céron. Et puis ensuite, on a d'autres niveaux de communes, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Le niveau 4 étant des communes dites rurales, donc les points jaunes, qui ont eux pas trop évolué par rapport à notre traitement technique. C'est le niveau 3 sur lequel aussi les élus, alors sur ce niveau 3, c'était notamment au niveau de la présence des commerces de proximité. On n'était pas tout à fait d'accord, enfin en tout cas le traitement que l'on avait, nous, technique, ne faisait pas ressortir deux communes qui ont connu une dynamique un peu plus importante sur les dernières années, aussi parce que nous, les données que l'on a, ce sont celles de l'INSEE, donc des données statistiques qui remontent à, alors, je ne sais plus les années, je crois que c'est 2017, je ne vais pas dire de bêtises, oui, 2017, donc forcément, il y a toujours quelques années de décalage. Les élus sont sur le territoire, donc ils sont en mesure de dire, nous depuis on a une épicerie, vous ne l'avez pas pris en compte, donc nous on ne devrait pas être en niveau 3, on devrait être en niveau 2. Donc effectivement on a 2 communes qui sont passées du niveau de commune rurale à ce niveau 2, parce qu'elles se sont particulièrement développées ces dernières années. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que cette carte a été retravaillée déjà avec les élus. Donc l'idée de cette carte c'est quoi? C'est un peu avoir un portrait de la hiérarchie comme ça des polarités, parce qu'ensuite, on va organiser le projet sur la répartition des nouveaux logements, par exemple. On ne va pas avoir tout à fait les mêmes règles, que l'on soit en niveau 1, qu'en niveau 2, qu'en niveau 3, parce qu'on n'a pas tout à fait aussi le même niveau d'équipement. On n'offre pas tout à fait le même nombre
de commerce, d'infrastructures, de choses comme ça. Donc c'est lié à ça. Donc évidemment, cette carte, vous allez la retrouver déclinée ensuite certainement dans le projet d'aménagement et développement durable. Vous verrez que lorsqu'on parlera de certaines thématiques, effectivement, on s'appuiera là-dessus. Vous retrouverez, si vous voulez, la même hiérarchie, mais qui traitera, je ne sais pas, par exemple, de l'accueil de population, de logement, d'autres choses, en fonction des choix qui auront été faits. Mobilité et déplacement. Donc là, il y a énormément de choses à dire. Alors, je vais essayer de résumer ça rapidement, puis surtout que vous compreniez en quoi on a quelque chose qui est en lien avec les autres thématiques. Donc, mobilité et déplacement, on a observé le réseau d'infrastructures que vous aviez sur le territoire, pour vous déplacer. On a regardé aussi les déplacements que vous faisiez, qu'ils se faisaient sur le territoire. Les déplacements qui sont liés au domicile-travail, les déplacements du quotidien aussi, du quotidien. Les déplacements que vous faites à l'intérieur de votre territoire, pour aller faire des courses, pour aller à l'école, pour pratiquer un sport, etc. On a regardé ça. Et on a regardé aussi quelles étaient les choses qui fonctionnaient bien, les choses qui fonctionnaient moins bien. Ce qui ne fonctionne pas très bien, c'est le transport collectif. Alors, hors ferroviaire, j'ai enlevé le ferroviaire, parce que c'est un transport collectif, mais je le sors. Le transport collectif est pratiquement inexistant sur le territoire, alors que c'est peut-être dû aussi à l'intercommunalité qui est jeune, etc. C'est quelque chose qui doit se mettre en place, et puis c'est pas que du ressort non plus de l'intercommunalité. Hein. Donc ça, on a pu constater que s'il n'y avait pas beaucoup de déplacements en transport en commun, c'est parce que l'offre aussi n'est pas adaptée. Au niveau de transport ferroviaire, c'est la même chose. Ça, c'est ressorti très souvent lorsqu'on a discuté avec les élus, lors des échanges. Effectivement, c'est pas l'envie qui manque d'utiliser ce transport-là, pour le coup. Notamment parce que, on y viendra après, les déplacements sortants sont très importants. C'est pas l'envie qui manque, mais on a des difficultés qui sont diverses. Qui peuvent être difficultés d'accès aux gares, des difficultés qui sont liées au cadencement de passage des trains aussi. Des difficultés qui sont liées au manque de stationnement, parce qu'il y a certaines communes qui sont saturées en stationnement, donc du coup ça dissuade un petit peu, une fois qu'on est dans la voiture, on a tendance à continuer en voiture. Donc il y a toutes ces difficultés-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le PLU n'a pas la réponse à tout. Donc, nous, on ne peut pas forcément, on ne peut pas améliorer le cadencement des trains, par exemple, ça c'est pas possible, on n'a pas de moyens là-dessus. Par contre, on peut créer les conditions autour des gares, qui font qu'après, au niveau politique, elles peuvent appuyer en disant, nous on a énormément de population autour de nos pôles, par exemple, le pôle de niveau 1, c'est pas possible, on ne peut pas garder des horaires pareils dans nos gares. On veut réduire nos déplacements motorisés. Parce que, autre élément qui est ressorti, mais ça c'est pas propre à votre territoire, c'est assez classique, les territoires, on va dire, ruraux. Effectivement, vos déplacements ils sont essentiellement motorisés. Et vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure dans l'état initial de l'environnement, que ça a un impact sur la qualité de l'air. Ça aussi, c'est pas typique de votre territoire, loin de là. Mais effectivement, on va se poser la question, et nous on va la poser aux élus, de savoir est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose, nous dans le PLUI, pour essayer de limiter ça. Parce qu'on sait que ça va améliorer la qualité de l'air, du coup ça peut agir aussi sur la biodiversité, l'environnement, etc. Ce qu'on a pu voir sur notre territoire, c'est qu'on a deux tiers des trajets domicile-travail qui se font vers l'extérieur du territoire. Donc, tout à l'heure, je parlais de la métropole bordelaise de Langon. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui sortent du territoire pour travailler. Donc, effectivement, ils sont dépendants de leur véhicule. Ou du train. Et on a vu que c'était... ou des transports collectifs. Mais aujourd'hui, la question se pose. Alors là, pour l'instant, on pose des enjeux. Après, vous voyez, là, on met déjà un pas dans le projet. On sait que beaucoup de gens sortent du territoire. Est-ce qu'on les aide à sortir du territoire? Parce que c'est pas facile. L'offre est pas top, mais bon, on comprend, ils travaillent ailleurs, très bien. Ça, on en prend acte. Et par contre, on met en œuvre des choses pour améliorer, par contre, le fait qu'au moins, ils ne prennent pas leur voiture. On améliore le covoiturage, enfin, on peut se poser des tas de questions. Ou à l'inverse, le projet, ça peut être de dire, non, 2 tiers des personnes qui sortent du territoire pour travailler, nous, on voudrait qu'ils travaillent sur le territoire, parce que travailler sur le territoire, c'est aussi vivre un peu plus. Et puis du coup, peut-être qu'ils prendront la voiture, mais la distance, elle est déjà plus courte. Et puis sur le territoire, on peut mettre en place d'autres types d'infrastructures. Alors du coup, c'est pas le train, peut-être qu'on va faire en sorte qu'ils travaillent sur le territoire, mais ils y vont en vélo. Ou à ce moment-là, on met le paquet sur les transports collectifs à l'intérieur de la communauté de communes. C'est des exemples. Là, évidemment, on n'a pas d'éléments de projet à ce stade.
Mais savoir quelles sont les quantités de déplacement, les modes de déplacement aujourd'hui, au stade de diagnostic, ben c'est intéressant pour questionner la collectivité et leur demander vers quoi ils veulent aller pour le futur. Donc je vais passer parce que je pourrais en parler des heures évidemment, mais il y a d'autres choses à voir. Et puis je vais en parler directement sur d'autres thématiques. J'ai déjà commencé à parler des qualités de l'air, emploi un petit peu. Vous voyez, j'ai commencé à parler économie, parce que tout ça, c'est lié. Les équipements. On a observé les équipements. Alors je vais le dire, même si hier on m'a repris, parce que apparemment c'est pas tout à fait la lecture que vous en avez, mais je vous invite justement à remplir l'enquête pour me contredire, l'enquête habitant. Nous, pareil, on récupère des bases de données, des choses comme ça, puis on a interrogé les élus pour identifier tous les équipements qu'il y avait sur le territoire et leur répartition. Donc il nous a semblé, mais de manière très neutre et technique, il nous a semblé qu'il y avait plutôt une offre satisfaisante en matière d'équipement. Alors dans l'équipement, on parle d'équipement de loisirs, les écoles, les salles des fêtes, tout ça, on englobe à peu près tout. Il nous a semblé, nous, en comparaison à d'autres territoires, que l'offre était plutôt bonne. Et effectivement, ce qu'on a noté, c'est qu'elle était plutôt... Oui, je vois que voilà, je vois des têtes changer aussi. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous, on compare avec d'autres territoires, de telles populations, de même envergure, des choses comme ça, pour dire par rapport à d'autres secteurs, vous n'êtes pas si mal équipés que ça. Donc ça, c'est bien que vous le sachiez aussi, vous n'êtes pas si mal équipés que ça, en termes d'équipement. On voit qu'il y a des équipements qui sont, par rapport à d'autres territoires, qui sont assez influencés par la présence de l'hôpital de Cadillac. Ça, effectivement, vous avez cet équipement-là qui plus particulier à d'autres territoires, donc c'est naturel. Mais là, je vois déjà quelques réactions, peut-être que vous le retirez tout à l'heure lorsque je vous laisserai enfin la parole. Mais effectivement, c'est pas forcément la lecture que vous avez, vous. Vous n'avez peut-être pas cette perception-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des équipements à peu près partout, ou en tout cas, peut-être pas partout, mais qu'il y a à peu près tous les types d'équipements. Par contre, hier soir, lors du débat, il est ressorti, de la part des habitants, que non, nous, on trouve qu'il manque tel ou tel équipement, etc. Donc ça, évidemment, vous voyez, j'ai fait mon travail technique, nous. Ok, très bien. Par contre, on a absolument besoin, pour travailler avec les élus ensuite, d'avoir votre ressenti à vous. Et ça, on ne l'aura que lors de ces séances-là, mais on voit une partie de la population. Puis vous n'allez pas, là je ne vous dis pas tout, forcément parce que je n'ai pas le temps, et vous ne voyez pas tout. Donc j'ai absolument besoin que vous répondiez à cette enquête sur certaines thématiques. Si vraiment les équipements pour vous, vous trouvez que c'est pas super, ben allez dans la rubrique équipement, nous dire voilà, ce qui vous semble bien ou pas bien. Alors ne dites pas forcément que ce qui n'est pas bien, hein. Vous pouvez dire ce qui est bien aussi, c'est intéressant aussi pour nous. Voilà, donc l'idée aussi en termes d'équipement sur le projet de PLUI, c'est de faire en sorte que par rapport au projet, on ait un niveau d'équipement qui soit suffisant, donc soit le mettre en adéquation avec la population qu'on accueillerait, soit de les maintenir ces équipements, parce qu'il y a aussi des secteurs sur lesquels l'enjeu, on a rencontré dans des communes des élus qui nous ont dit, nous l'enjeu, surtout, c'est de maintenir l'école. Ou de maintenir une classe, une classe menacée. Donc ça, pour nous, c'est important aussi parce que, du coup, dans les choix, les stratégies qui peuvent être faites à l'échelle du PLUI, ça peut avoir une incidence. Alors là, on part dans les statistiques et les chiffres. Logement, habitat, je vais parler indirectement aussi de démographie parce que c'est lié en tout cas pour nous dans le traitement. Donc on a observé votre parc de logement, on a regardé de manière quantitative, on a regardé de quoi était composé votre parc. Donc il est essentiellement composé de résidences principales, essentiellement de propriétaires. Ça c'est assez classique aussi sur pas mal de territoires. Ce qui est plus intéressant, ce qui est plus spécifique à votre territoire, c'est qu'on a une augmentation rapide du nombre de résidences principales et qu'on a une diminution du nombre de résidences secondaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais ça, la baisse des résidences secondaires et puis l'accélération des résidences principales, clairement, nous, c'est un petit indicateur, et il y en a d'autres, je vais vous le redire sur d'autres thématiques. Ça nous donne un indicateur d'attractivité du territoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens arrivent sur les territoires pour vivre. Et on a regardé sur d'autres thématiques, tout à l'heure je parlais de consommation foncière, etc. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui nous font dire aujourd'hui les gens viennent vivre sur votre territoire. Ce qu'on a pu noter, et ça je le mets en lien avec la population, la structure de la population sur le territoire et l'évolution qui n'est pas propre au territoire, mais qui est une évolution de la société.
Aujourd'hui, on a une baisse de la taille des ménages, j'en reparlerai tout à l'heure, ou j'en parlerai pas si j'en parle maintenant. Mais effectivement, on a plus de familles monoparentales, on a des phénomènes de cohabitation, car les jeunes ils quittent leurs parents et puis s'installent. Ils n'ont pas forcément besoin d'un pavillon de 120 mètres carrés, forcément, ils n'ont pas forcément les moyens. Et puis en plus, on l'a vu, c'est principalement des résidences en propriété, donc voilà. Est-ce qu'il y a du locatif sur le territoire? Est-ce qu'il y a des petits logements? Non. Nous, de ce qu'on a vu, c'est la diversité du parc n'est pas franche. Elle n'est pas suffisante. Là, il y a un enjeu d'amélioration là-dessus. C'est-à-dire qu'il faudrait... Alors, je ne rentre pas dans le détail des besoins, puis on ne l'a pas encore fait, puis c'est des choix politiques aussi qui seront faits là-dessus. Mais effectivement, on constate déjà aujourd'hui qu'il y a un manque de diversité. Il faudrait un peu plus de petits logements, peut-être un peu plus de locatifs. Même privés, hein, parce que les petits logements, c'est plutôt locatif, parce que pour que les personnes puissent faire leur parcours résidentiel sur le territoire. Quand on est installé et qu'on a un emploi sur le territoire, par exemple, ça c'est idéal, on limite ses déplacements. Du coup, c'est bien d'avoir au départ un petit logement, puis ensuite, peut-être avant d'arriver à l'accession à la propriété, d'avoir un logement un peu plus grand. Bon, voilà, et ça, c'est pas forcément, on ne le retrouve pas forcément aujourd'hui dans notre parc de logement. Donc ça, évidemment, nous, l'enjeu de cette diversification, on va le proposer aux élus, puis ensuite, dans le projet, il y aura effectivement des orientations un peu plus précises et chiffrées de ces éléments-là. On a regardé la qualité et la morphologie du tissu urbain. Alors là, on est tout simplement allé voir de quoi était constitué. Tout à l'heure, je vous ai parlé des enveloppes urbaines, des secteurs qui étaient plutôt urbanisés. Là, on s'est penché un petit peu sur comment s'étaient faits ces secteurs-là. Quand on est dans un bourg, dans l'espace habité, moi je parle souvent d'espace habité, les lieux de vie, on regarde de quoi c'est constitué. Alors là, pareil, il n'y a rien qui est très spécifique à votre territoire, si ce n'est l'architecture traditionnelle, qui ça est la vôtre, c'est indéniable. Mais sinon, sur le développement de l'urbanisation plus récent, effectivement, là, on a ce qu'on voit sur des tas d'autres territoires. Comme votre parc de logement, c'est pas très diversifié, c'est plutôt homogène et on a plutôt une banalisation des paysages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on produit en termes d'urbanisme ici comme ailleurs, on ne voit pas trop les spécificités. Et du coup, on a un manque de qualité du rapport entre aujourd'hui l'urbanisation que l'on a et les paysages. À l'inverse, on a pu observer que dans les tissus plus traditionnels, on a évidemment des choses qui sont, alors là pour le coup, clairement ancrées dans votre territoire, parce que ce sont des matériaux locaux, parce que c'est adapté à votre climat, parce que voilà, donc là on a quelque chose qui est très propre au territoire. Et là, clairement, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir observer ces deux types de formes urbaines pour essayer de voir ce qu'on va fabriquer dans le futur. Il y a aussi la notion d'étalement urbain. Je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention. Il faut être... c'est vrai qu'on entend toujours faire des économies d'eau, d'électricité, de ceci, de cela, d'énergie, mais il faut aussi faire des économies aujourd'hui en termes de ressources foncières. C'est surtout pour ne pas aller diminuer les espaces agricoles, les espaces naturels dont on a besoin pour avoir un cadre de vie et un environnement vivable et agréable. Donc, il faut être économe. Ce qu'on n'a pas été, c'est vrai que on va dire depuis les années 60, on n'a été particulièrement pas économe. Moi, là on l'a pas vu sur le territoire, mais ça m'est arrivé de faire des cartes où effectivement on peut constater que nos ancêtres ont mis des centaines d'années à constituer nos bourgs et nos villages. Et eux, ils ont été économes, parce qu'ils cultivaient sur les terres, ils en avaient besoin. Et nous, en 30-40 ans, maintenant c'est 40 ans, quand je faisais les cartes c'est 30 ans, maintenant on est à 40 ans, en 40 ans, on a consommé autant de foncier que eux en plusieurs centaines d'années. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, ce discours-là, vous l'avez entendu sur d'autres problématiques. Nous, sur le foncier, aujourd'hui, on a exactement la même chose. Il faut être économe. Alors économe, c'est même pas ça. Moi, je pense qu'il faut retrouver du bon sens, parce que c'est pour ça qu'on observe le tissu urbain traditionnel, parce que les anciens, ils n'avaient pas d'urbaniste, ils n'avaient même pas d'architecte, ils n'avaient rien du tout, ils faisaient au bon sens. Ils regardaient un petit peu leur environnement, ils savaient qu'ils avaient besoin de planter... alors il y a un territoire, je sais qu'on a observé le parcellaire, et ils calculaient leur parcelle de manière à pouvoir planter un chou par semaine, faire leur potée par semaine. Et les parcelles étaient dessinées comme ça. Alors eux, ils étaient rationnels. Ils faisaient en sorte que leur jardin potager corresponde à leurs besoins annuels. Ils n'allaient pas chercher plus. Bon, aujourd'hui, nous, on n'est plus dans ça. Il faut qu'on y revienne. Donc, ce qu'on aime faire, et ce qu'on fera, mais un peu plus
plus tard, c'est qu'on va s'appuyer évidemment sur les caractéristiques de votre territoire et ce bâti traditionnel. Évidemment qu'on ne peut pas vivre non plus comme au siècle dernier, on n'a pas du tout les mêmes modes de vie ni les mêmes besoins, mais par contre on peut essayer de regarder ce qui fonctionnait bien, ce qui marchait bien, parce qu'il y a des choses qui marchaient bien quand on regarde de près, et puis on va essayer d'utiliser ça pour d'une part bien inscrire l'urbanisme que l'on va construire en continuité de ce que l'on a, faire un urbanisme qui est très propre à votre territoire, qui s'inscrit à ce territoire-là et qu'on ne retrouverait pas forcément sur le territoire d'à côté. Et puis d'autre part parce qu'il y a cette notion de bon sens et d'économie qu'on comprendra mieux, voilà, concernera mieux et dont on pourra s'inspirer. Donc vraiment l'idée c'est de réinventer un petit peu ce que les anciens faisaient instinctivement. On a fait un petit bilan des documents d'urbanisme, je passe vite, je ne m'en rappelle plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai expliqué la procédure. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors sur le territoire, la plupart des communes avaient un document d'urbanisme, soit un plan local d'urbanisme, soit une carte communale. On n'avait que quelques communes qui étaient régies par le règlement national d'urbanisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tous ces documents d'urbanisme cesseront de s'appliquer lorsque le PLI aura été approuvé. Bon, je ne rentre pas dans le détail, voilà, il y a des documents d'urbanisme, c'est... La consommation d'espace. Alors ça aussi, les diverses évolutions réglementaires qui sont intervenues sur les dernières années, elles ont aussi... Alors ça a toujours été plus ou moins inscrit. Il fallait regarder ce qu'on avait consommé. L'idée c'était de dire, je vous disais tout à l'heure, on regarde ce qui s'est passé dans le passé. C'est aussi le diagnostic, c'est ça. C'est regarder ce qui s'est fait dans le passé pour corriger le tir dans le futur. Ou pas, hein, mais voilà. En général, c'est corriger le tir en termes de consommation d'espace. C'était inscrit et c'est devenu maintenant une obligation. Il faut évaluer la consommation d'espace que l'on a eue sur les dernières années. Là, en l'occurrence, sur ces graphiques-là que vous voyez, on a travaillé entre 2008 et 2017. Donc, on a regardé ce qui avait été consommé sur le territoire en termes de ressources foncières. Et on a l'obligation d'inscrire un objectif de réduction de cette consommation foncière, de réduction chiffrée. On ne peut pas simplement dire oui, on va réduire. Et puis voilà, non, il faut inscrire un chiffre. Sachant que ce chiffre, il est déjà aussi inscrit dans le schéma de cohérence territoriale. Et on ne peut pas mettre un chiffre qui est incompatible avec celui qui est dans le schéma de cohérence territoriale. Donc c'est la raison pour laquelle, dès le diagnostic, on vient voir quelle a été la consommation foncière que l'on a eue, parce que ça va nous donner clairement une limite. Donc, je ne rentre pas dans le détail parce que ça, lorsqu'on parlera de traduction réglementaire et dans le projet d'aménagement et développement durable, vous verrez ce chiffre, il sera inscrit. Donc on le détaillera, on en parlera à ce moment-là. Un autre indicateur, je parlais de la dynamique du territoire, de l'attractivité territoire au travers de certains indicateurs. Alors le petit graphique au-dessus, avec les barres, vous voyez que là, la productivité foncière, on va dire la taille des parcelles moyennes sur un territoire, et ça c'est pas courant. En territoire rural, c'est pas fréquent, je ne le vois pas partout, loin de là. Chez vous, on voit que la taille des parcelles diminue. Alors elle diminue d'une part parce qu'il y a des documents d'urbanisme qui sont relativement récents, donc effectivement eux ils ont déjà pris en compte un certain nombre de lois et tout ce que je vous ai présenté jusque-là. Et puis aussi, et ça on a pu le constater quand on a fait du terrain, je les ai vu nous l'ont dit, aujourd'hui les propriétaires, les personnes qui ont même déjà une construction sur leur parcelle, ils ont bien compris que le territoire était attractif aussi, puis aujourd'hui on détache des lots, on découpe voilà, beaucoup partout les parcelles comme ça, sauf que nous ce qu'on a pu noter, alors ça veut dire que le territoire est attractif, mais aujourd'hui ce phénomène-là il pose aussi des difficultés parce que c'est fait au coup par coup, c'est fait voilà, sans réflexion d'ensemble pour le coup, et pas toujours justement avec bon sens, et on sait que ces phénomènes-là, parce qu'on a pu les observer sur d'autres territoires qui étaient sous pression foncière démographique, et on sait que ça peut créer des difficultés, déjà par des conflits de voisinage et tout, parce qu'on a des choses qui sont mal gérées en termes d'implantation de bâtis, de choses comme ça va créer des difficultés parce que les réseaux viaires, les infrastructures, elles ne sont pas prévues pour, enfin bon, ça peut créer des difficultés. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de dire que certes, il va falloir économiser le foncier, il va falloir faire plus avec moins d'espace, plus de logements avec moins d'espace, mais ça ne veut pas dire faire mal. Donc il y a la notion de qualité qu'on vient inscrire là-dedans. C'est pour ça que dans les orientations d'aménagement et de programmation dont je vous parlais tout à l'heure, dans les secteurs à enjeu, c'est ce qu'on va faire. On sait qu'on va devoir être meilleur, mettre plus de logements sur moins d'espace. Mais
Et il va falloir le faire comme faisaient les anciens, avec bon sens. Et essayer de faire en sorte que les choses s'articulent bien pour que, après, le lien social, les relations entre les gens, le lien au paysage, etc., fonctionnent bien. Et qu'on ait des espaces qui soient agréables à vivre, et puis diversifiés aussi. On ne peut peut-être pas faire que les mêmes fonctions aux mêmes endroits. Voilà. La démographie, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, donc je vais passer rapidement. C'est des phénomènes, qui sont assez classiques en France, hein. Le vieillissement de la population. Sur votre territoire, on a plutôt une tendance à la croissance démographique, donc la population augmente. Hein. C'est encore un indicateur de l'attractivité du territoire. Et puis, voilà, la nécessité d'accueillir des jeunes, la part des jeunes actifs, des personnes âgées. Je fais le lien tout à l'heure avec l'habitat. Effectivement, ce n'est pas les mêmes besoins de logement. Donc c'est là que, c'est en mettant en parallèle la structure de la population, la taille des ménages et votre parc de logement qu'on a pu s'apercevoir qu'effectivement il y avait quelque chose à faire là, en termes de projet au niveau de la diversification en taille et en type de logement. Je ne rentre pas dans le détail, je vous en ai parlé déjà longuement tout à l'heure. L'économie. Alors, le maire de Virlade l'a dit, c'est important, en tout cas ça l'est pour lui. Oui. Voilà. Donc effectivement, on a observé le fonctionnement économique du territoire, donc les secteurs d'activité qui existaient, donc les zones d'activité, mais pas que, on a regardé aussi comment se répartissaient les commerces, les secteurs liés à l'économie touristique. Alors dans l'économie, en préambule, dans l'économie on rentre tous les secteurs économiques. Dans l'économie, on rentre l'agriculture. C'est un secteur économique. C'est pour ça qu'on a besoin de rencontrer les viticulteurs aussi, parce que eux, leur mode d'activité aussi peut évoluer. Je dis n'importe quoi, ils peuvent très bien faire évoluer leur activité plutôt vers de l'œnotourisme. Donc là, on a besoin de savoir, parce que ça va être en lien avec l'économie touristique, qui est rentrée là aussi, qu'on observe aussi, l'économie touristique. Qu'en est-il sur le territoire aujourd'hui? Tout simplement pour savoir ce qu'il en sera demain dans le projet. Et puis, l'emploi, les commerces, les zones d'activité, etc. Donc tout ça, c'est largement observé. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du diagnostic de ça, de l'état des lieux de tout ça, parce que ça serait très long aussi. Par contre, la précision que j'aimerais vous apporter là-dessus, c'est que notamment sur les zones d'activité économique, on a déjà le schéma de cohérence territoriale qui dresse un certain cadre. Donc il y a déjà des éléments qui sont indiqués là-dedans et que l'on doit respecter. Donc on travaille avec ces éléments-là. Par contre, on peut très bien se poser la question de savoir si on sait où sont les zones d'activité à peu près. Le PLUI, lui, peut s'interroger sur les spécifications de ces zones, plus ou moins, parce qu'il y a des limites quand même. Voilà, au moyen d'action du PLUI. On peut s'interroger sur la qualité de ces zones. On peut s'interroger également sur le lien de ces zones avec les zones d'habitat. Tout à l'heure, on parlait, voilà, si c'est des secteurs d'emploi. Est-ce que c'est des secteurs d'emploi locaux ou pas, en fonction de ce qu'on permet dans ces zones? C'est en lien, vous voyez, du coup, avec les déplacements, etc. Et ces fameux flux sortants, compagnie, j'y reviens. Je viens de terminer la partie diagnostic. Il y a encore une autre moitié, mais je vais essayer de passer vite parce que là, c'est pas ma spécialité. Là, c'est Ecovia et Eten qui travaillent sur cette partie-là. Moi, je ne suis pas environnementaliste, donc du coup, je vais vous la faire plus simplement, certainement, et plus rapidement. Je suis moins bavarde sur ces sujets-là, même si c'est intéressant. C'est la partie état initial de l'environnement. Donc, la première fiche, on a observé le milieu physique. Donc, comment était constitué le territoire en termes d'occupation du sol. Donc, vous voyez la petite carte avec les couleurs. Sur notre territoire, on a une dominante d'espaces forêts et milieux semi-naturels. Puis tout de suite après, les espaces agricoles. Là, l'enjeu principal, c'est qu'on va protéger et maintenir cet équilibre-là. C'est-à-dire que le projet de PLUI, ça ne va pas venir inverser la tendance, inverser les chiffres entre la tranche rouge, qui sont les espaces artificialisés, essentiellement urbanisés, et les espaces agricoles, par exemple. Il y en a hors de question. Voilà. L'idée, c'est de rester dans un camembert qui aura plus ou moins cette répartition-là. Voilà. Ça, c'est l'enjeu sur ce secteur-là. La thématique unité paysagère. Donc, vous voyez, c'est là qu'on vient de trouver
des choses qui sont communes. Donc là, les paysagistes ont travaillé sur les unités paysagères, sur la composition de ce paysage sur un territoire. Elles ont aussi travaillé sur le paysage qui était les qualités de ce paysage, de manière à pouvoir mettre des éléments éventuellement proposer des éléments de protection, c'est-à-dire qu'elles ont identifié des secteurs qui seraient intéressants de protéger, de maintenir, pour qu'on soit vigilant sur le PLUI. Ensuite, on proposera aux élus et eux feront le choix de mettre une domaine de protection au sol. Elles ont observé également la qualité des entrées de ville, des choses comme ça. Elles ont regardé les choses qui étaient dégradées aussi, soit de manière à ce que dans le projet, on ne commette pas des erreurs que l'on a déjà commises, ou à l'inverse, pour qu'on vienne amener peut-être des choses correctives sur les secteurs qui sont dégradés. Sur cette partie-là, non, je fais n'importe quoi sur le truc. Sur cette partie-là, on a travaillé, nous, chez Planète, plutôt sur la partie paysage urbain. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure longuement, ça me tient à cœur, j'aime bien. Les formes urbaines, le paysage urbain, le tissu traditionnel, etc. Ça fait partie du patrimoine aussi. On a observé, en termes de patrimoine, là je vous ai parlé du patrimoine, les unités paysagères, patrimoine naturel. On a aussi regardé le patrimoine bâti. Donc là, c'est la fiche paysage urbain. Je ne reviens pas sur le tissu traditionnel, vous avez compris la finalité de l'analyse de ça. Donc nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on va proposer, c'est de le valoriser, le réinterpréter et le maintenir, hein, le protéger, le mettre en valeur, parce que parfois il ne l'est pas. Il y a aussi du paysage urbain, on va dire, je vais plutôt vous parler de paysage bâti, qui peut se situer à l'extérieur des bourgs. Je parlais tout à l'heure du changement de destination, par exemple, du bâti agricole, mais on peut avoir d'anciens bâtiments agricoles qui ont aujourd'hui un caractère architectural qui est intéressant, qui fait partie du patrimoine local. Alors, ce n'est pas celui qui est protégé, hein, ce n'est pas le monument historique, des choses comme ça, mais pour moi, il est tout aussi intéressant parce qu'il s'inscrit vraiment sur votre territoire, il est propre à votre territoire. Et je l'ai dit tout à l'heure, un patrimoine qui vit, c'est un patrimoine qui est utilisé. Donc, certes, ça sera peut-être plus des bâtiments agricoles, mais ça peut être autre chose, peut-être une habitation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, on garde sur le territoire des bâtiments et on les restaure, qui ont une qualité et qui, eux, ont déjà tous les ingrédients pour bien s'inscrire dans un paysage, etc. Donc, on a fait ce travail-là. On a sillonné un peu le territoire, on a identifié un certain nombre de choses. Vous avez certainement vu passer aussi, la communauté de communes a fait de la communication là-dessus. Il y a eu un inventaire participatif sur le petit patrimoine, le patrimoine local, les fours, les puits, les fontaines, les choses comme ça, et autres, hein, tout ce que... Alors ça, pareil, je vous invite, c'est pas terminé. Vous pouvez continuer à alimenter cet inventaire-là. Pour nous, c'est intéressant, déjà d'une part parce qu'on a des outils pour pouvoir les protéger, le PLUI, donc autant s'en saisir. Puis l'autre élément intéressant, c'est que lorsqu'on arrivera sur les secteurs en jeu, les petits secteurs où je vous dis qu'on avait dessiné un peu plus précisément les choses, pour nous, c'est très intéressant de pouvoir s'appuyer éventuellement sur des choses, sur ce petit patrimoine, ce patrimoine local. Très intéressant de s'appuyer dessus, parce qu'on peut construire un projet, l'articuler autour de ça, et puis ça nous permet vraiment de faire le lien avec le tissu urbain, avec le territoire. Enfin, voilà, c'est des choses que nous, on sait utiliser, on sait valoriser. Donc, voilà, faites remonter tous ces éléments-là, c'est intéressant pour nous. Sur le territoire, cette petite carte, elle le dit, mais je passe rapidement. En plus de ce, parce que j'ai parlé du patrimoine local, parce que nous, on a les moyens d'action là-dessus, puis on peut travailler dessus. Il y a aussi, et on travaille aussi dessus, parce qu'on le prend en compte, on a aussi du patrimoine protégé et reconnu, alors les monuments historiques, mais aussi des secteurs patrimoniaux qui sont sous veille de l'architecte des bâtiments de France. On va résumer ça comme ça. Donc vous voyez sur cette petite carte. Donc là également on travaille avec ça, c'est-à-dire que là on sait qu'on est sur des secteurs où voilà, on travaille avec cet élément-là et avec les contraintes que ça implique. Donc on voit qu'on a un territoire qui est quand même riche de patrimoine aussi. Et ça, en termes de projet, qu'est-ce qu'on en fait ? Milieu et biodiversité. Donc là, je vais vous parler trame verte et bleue. Je vais essayer de simplifier les choses. Donc ça, c'est pareil, c'est arrivé avec les lois Grenelle notamment, parce qu'on ne prenait pas assez soin de l'environnement. Donc il a fallu que dans les documents d'urbanisme, on vienne identifier des trames vertes et bleues. Alors qu'est-ce que c'est ? La trame verte, ce sont les grands ensembles naturels reconnus,
Et puis la trame bleue, elle est plutôt liée au cours d'eau. On va résumer ça comme ça. Comment est-ce qu'on l'a construit? Comment est-ce que le bureau d'études construit cette trame verte et bleue? Ils utilisent un certain nombre de données qu'ils ont, où on a déjà des secteurs où la biodiversité est riche ou moins, et où elle doit être protégée. Donc c'est des secteurs qui ont leur propre protection, hein, pour certains. Donc, alors, c'est un peu comme nous. La biodiversité, elle a ses espaces d'habitat, des endroits où elle réside. Donc c'est les réservoirs de biodiversité, qui vont constituer une partie de la trame verte et bleue. Et puis, la biodiversité, elle est comme nous, elle choisit parfois de déménager, ou elle bouge pour aller chasser, etc. etc. Donc là, dans ce cas-là, ils ont besoin de corridors pour naviguer d'un réservoir à l'autre. La trame verte et bleue, son intérêt, c'est de préserver d'une part les réservoirs dont on a connaissance, éventuellement de les améliorer. Et sur les corridors, c'est la même chose. Ben, c'est comme nous, hein. La faune, oui, c'est plutôt eux qui sont touchés. Ben, c'est plus facile pour eux de traverser lorsqu'on a un passage piéton plutôt que quand on a une autoroute. Voilà. Donc, ce qu'on va observer, c'est qu'on respecte bien les continuités écologiques qui existent, les corridors écologiques qui existent. Puis s'ils sont fragmentés, s'ils sont coupés et que ça peut poser une difficulté, on essaie éventuellement dans le projet de mettre en place des éléments, dans le projet de PLUI, qui font en sorte qu'on va améliorer ces corridors ou ces réservoirs, de manière à avoir des continuités. Donc vous voyez que le PLUI, là pour le coup, on parle espace naturel, espace agricole aussi, parce qu'on va regarder les haies, par exemple, les espaces agricoles qui délimitent des unités foncières agricoles, des choses comme ça, enfin, ou même les vignes. Enfin, bon, là, moi, je ne suis pas spécialisée dans la question, mais on va observer tout ça de manière à faire en sorte de prendre en compte cette trame verte et bleue et éventuellement de l'améliorer. Donc ça, c'est fondamental parce qu'on va aussi la regarder tout au long du projet. Tout au long du projet, on viendra regarder qu'on ne vienne pas altérer cette trame verte et bleue, puisque sur le projet, le projet de PLUI, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va être évalué au regard de l'impact qu'il a sur l'environnement, et notamment sur cette trame verte et bleue, sur les milieux, etc. On va regarder quel est l'impact des choix que l'on fait dans le projet. Donc évidemment, l'idée, c'est le plus en amont possible de travailler avec les contraintes que l'on a, les éléments que l'on a, et puis de limiter l'impact du projet, évidemment. Le volet eau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le bureau d'études Eden qui a travaillé plus spécifiquement là-dessus, donc c'est très technique, donc je ne vais pas en faire le détail. Comment ils ont abordé cette thématique de l'eau? Sous trois formes. Ils ont regardé l'eau en tant que ressource, l'adduction en eau potable, l'eau dont on a besoin pour nos besoins quotidiens, etc. Donc, ils ont regardé si la ressource était suffisante et si elle était en qualité satisfaisante. Tout simplement parce que dans le PLUI, moi chez Planède, lorsque je vais dire j'accueille tant d'habitants, je fais tant de maisons, ce qu'il faudra surtout que je regarde, c'est un des éléments que je vais devoir regarder, c'est si j'ai de l'eau suffisante pour ces personnes-là. Auquel cas, on ne pourrait pas développer de l'habitat, par exemple. Je parle schématiquement. Donc effectivement, eux regardent quels sont les secteurs qui peuvent être en difficulté. Si ces difficultés, on peut les solutionner à l'échelle de temps du PLUI. Si on ne peut pas trouver d'amélioration de la ressource en eau sur des secteurs qui sont en carence dans les 10-15 ans, c'est pas la peine d'aller programmer des secteurs d'habitat, par exemple. C'est inutile. Ils regardent aussi l'eau, mais l'eau quand elle repart de chez nous, les eaux usées. Donc là, ils regardent également là-dessus les infrastructures qui sont à disposition et leur capacité. Parce que même chose, je parlais tout à l'heure environnement, impact sur l'environnement. Ben, l'idée, c'est que les eaux qui repartent soient traitées, etc., puis qu'elles arrivent dans l'environnement sans le polluer. Donc, évidemment, on vient regarder si les infrastructures peuvent accueillir, pareil, plus de branchements, etc. Donc, on regarde tout ça. Et quelles sont les possibilités, après, de la collectivité d'améliorer les infrastructures, ou à l'inverse, s'il y a des capacités suffisantes, ben, du coup, c'est peut-être des secteurs qui sont... Voilà, c'est un des critères parmi d'autres, pour privilégier tel ou tel secteur au développement de l'urbanisme, par exemple. C'est pas le seul, loin de là. Et en fait, ils regardent l'eau, mais sous la dimension de l'eau, le risque. L'eau qui déborde, celle qui déborde. Alors celle qui déborde, pas simplement parce qu'il y a celle qui déborde du cours d'eau, on a la Garonne ici, alors elle déborde, mais pas que, et plus petits cours d'eau qui débordent aussi. Donc évidemment, l'idée c'est de pas aggraver le risque, de ne pas aggraver la population soumise au risque, et dans la mesure du possible, si on peut, en travers un projet de PLUI, diminuer soit le risque, soit la population soumise au risque, on le fera, évidemment.
Et puis l'eau, elle ne fait pas que déborder, elle peut aussi ruisseler. Enfin voilà, l'eau, elle peut nous embêter de diverses façons. Donc tout ça, c'est des risques qui sont un peu différents. Donc ce bureau d'études, eux, travaillent sur toutes ces problématiques-là et vont venir nous donner tout un tas d'éléments pour que l'on soit bien vigilant sur les choix, et les élus aussi, surtout, sur les choix qu'ils pourraient faire. Évidemment, c'est des critères d'aide à la décision. Tout ça. La ressource minérale, donc là, ce sont, bon, pour résumer, ce sont les carrières, c'est ce qu'on extrait des sous-sols en termes de carrières. Bon, là, vous voyez une petite carte qui localise les anciennes exploitations, tout celles en cours. L'idée, c'est essentiellement d'encadrer le devenir de celles qui existent, et puis essayer de se poser la question aussi du devenir de ce secteur-là, parce qu'évidemment, là, on vient modifier le paysage, voilà, ça a un impact, effectivement. Donc, là, on se pose la question de l'intégration de ces sites et de leur devenir. En tout cas, là, on a un état des lieux de ce qu'il en est sur le territoire. Donc, dans le projet de PLUI, ça peut être un des éléments sur lesquels on peut travailler de manière plus ou moins avancée. Ça sera un choix à faire lorsqu'on travaillera sur le projet. Énergie, gaz à effet de serre et air. Donc j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé des transports, parce qu'évidemment c'est lié. C'est lié, pas systématiquement, mais sur le territoire, comme sur d'autres territoires, la qualité de votre air, elle est essentielle, liée, enfin, la dégradation de la qualité de l'air, elle est essentiellement due au transport. Donc tout à l'heure, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des flux de déplacement et puis de l'importance des flux motorisés. Ben, vous voyez que c'est ici qu'on voit la répercussion que ça peut avoir. Donc là, sur le projet de PLUI, les leviers que l'on a, ça va être de faire en sorte que cet impact des transports qui joue sur la qualité de l'air, ben, ces déplacements motorisés soient réduits, limités, favoriser des alternatives, des déplacements alternatifs, de manière à améliorer la situation et donc la qualité de l'air. Sur les nuisances, sur le territoire, sur les nuisances, c'est essentiellement des nuisances sonores qui sont dues, alors là encore, aux infrastructures routières et ferroviaires. Bon, c'est des choses qui sont connues. Sur le projet de PLUI, ce qu'il faut, c'est prendre en compte les nuisances connues, les secteurs sur lesquels on a ces nuisances, et ne pas, comme les risques, hein, on ne va pas aggraver les populations qui sont soumises à une nuisance connue. Donc c'est en ça que c'est intéressant d'avoir ces éléments-là. Et éventuellement, si on peut avoir des projets qui viennent réduire une nuisance, notamment la nuisance sonore, c'est assez connu, hein, c'est un fonctionnement assez classique exponentiel, c'est-à-dire que dès qu'on met, et ça vous l'avez tous vu, des murs anti-bruit plus proches ils sont de la source de bruit, et mieux ils atténuent ce bruit pour derrière. Peut-être que dans le projet de PLUI, on va peut-être avoir des choix d'implantation, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais de bâtiments de zone d'activité, qui vont être plutôt pertinents pour de la réduction de ces nuisances sonores sur un quartier qui pourrait être un peu plus loin, par exemple. Donc, on a connaissance de ces nuisances-là, et on verra si on peut avoir quelques éléments qui pourraient corriger ces nuisances-là sans toutefois, et surtout ne pas aggraver les populations soumises aux nuisances. On a aussi, ça c'est des demandes qui reviennent de plus en plus, on a aussi, même si c'est pas clairement identifié comme une nuisance, on a regardé les sources d'ondes électromagnétiques sur le secteur des 16 installations qui en génèrent. Pareil, aujourd'hui, les autorités sanitaires émettent des petites brochures qui indiquent que bon, c'est bien d'être prudent autour de ces zones-là. Donc, de manière générale, on les a identifiées, on sait à peu près où elles sont. L'idée, c'est voilà, de ne pas forcément mettre des populations à proximité de ce secteur-là, dans la mesure du possible. Voilà. Donc, on a connaissance de ces données-là et on travaillera avec. Une fiche qui traite des déchets. Donc, gestion des déchets. Donc là, la gestion des déchets, elle n'est pas tout à fait satisfaisante. C'est en lien avec la structuration du territoire, enfin, l'intercommunalité qui est jeune. Donc, il faut que le temps que ça se mette en place et que ça se structure, la gestion de ces déchets. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les choix que l'on va faire dans le PLUI vont nécessiter que l'on anticipe les nouveaux besoins de gestion de ces déchets, notamment en termes d'infrastructures, de traitement des déchets, des choses comme ça. Et puis, une chose que souhaite mettre en place la collectivité aussi, c'est qu'ils souhaitent
réduire la production de déchets sur le territoire. Alors sur le PLUI, moi j'ai pas grand chose à leur proposer là-dessus, je suis assez limitée. Par contre, on a 2-3 éléments sur lesquels on peut agir, comme par exemple peut-être réglementer ou préconiser des plantations qui vont être à croissance lente, pardon, merci Inès, à croissance lente, qui vont faire que si les végétaux poussent plus lentement, on aura moins de déchets verts, on aura moins fréquemment à aller en déchetterie pour que ces déchets soient traités. Donc voilà, c'est un des éléments, on a quelques petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Puis après, on peut mettre en place, localiser les infrastructures liées à ça. J'ai presque fini. J'ai presque terminé. Si c'est sol pollué, bon là, on a des bases de données qu'on a récupérées, on a regardé ce qui était pollué, etc. Il y a des degrés de pollution, je vous passe le détail, c'est très très scientifique et technique. Moi, ce que je retiens sur ces problématiques-là, c'est attention, prudence, c'est comme le reste. Il faut faire attention à ce qu'on fait sur ces secteurs-là. Soit on peut restaurer les secteurs et on travaille là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, travailler sur l'urbanisme, c'est travailler la ville sur elle-même. Donc ces sites pollués, il y a quand même un enjeu. S'ils sont pas trop pollués et qu'on peut en faire quelque chose, il faut se saisir de ça évidemment, mais il faut les dépolluer. Puis il y a d'autres secteurs qui sont support d'activités potentiellement polluantes, donc là il faut faire attention sur leur localisation, si ce sont de nouvelles implantations, ou si aujourd'hui elles sont installées, il faut faire attention à ce qu'on met autour, etc. On prend en compte tout ça. Un peu la même chose sur les risques. Donc les risques essentiellement sur le territoire, ils sont liés à l'eau, donc aux inondations. J'en ai parlé tout à l'heure avec le bureau d'études des thèmes, donc je ne reviens pas dessus. Vous avez aussi des risques qui sont liés au mouvement de terrain. Donc c'est un mouvement de terrain qui peuvent intervenir aussi en cas de forte précipitation, etc. Donc vous voyez la petite carte, on sait qu'il y a des communes qui sont plus ou moins impactées. En matière de risque, on a sur le territoire des plans de prévention des risques, inondations notamment. Donc ça, ce sont des documents qui viennent par-dessus le PLUI, qui sont des réglementations propres et qui régissent ce risque. Donc là, clairement, on peut faire ou ne pas faire certaines choses liées à la présence d'un risque plus ou moins fort. Donc tout ça, même chose, on doit travailler avec. Voilà, on ne peut pas s'affranchir de ces risques, c'est la même chose, non c'est même plus strict, et c'est un peu la même façon de travailler qu'avec les nuisances. J'ai terminé.